Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Beaucoup ont appelé ça les 30 000 francs de la discorde, tellement le torchon commençait à brûler entre la communauté musulmane et les pouvoirs publics. Préalablement fixé à 2 529 000 francs CFA, les 2839 pèlerins camerounais éligibles au Hajj 2019 ne débourseront finalement que la somme de 2 242 000 francs CFA. Une différence de plus de 327 000 due, d'après Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale et président de la Commission nationale du Hajj, à des facteurs purement externes. Augmentation des frais de visa de l'ordre de 109 000 francs CFA, augmentation des frais de transport par bus à 175 000 francs CFA et la hausse du taux d'échange du dollar qui est passé de 590 francs en 2018 à 630 francs en 2019. Pour mettre tout le monde d'accord, Paul Biya vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'ensemble des pèlerins camerounais. Hajj 2019, pourquoi le gouvernement a reculé? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Hajj 2019, pourquoi le gouvernement a reculé? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Alain Djipou. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à la communauté musulmane qui, comme vous le savez très bien, vit un moment de pénitence depuis quelques jours. Donc, salut fraternel à tous ceux qui font le ramadan depuis quelques jours, je l'ai dit. Et j'espère qu'au cours de ce débat, nous allons autant faire ce peu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et de nous-mêmes. Ok. Alain Djipou, journaliste et surtout conseiller du directeur de la publication du Messager. C'est bien cela, ça n'a pas changé en tout cas. Voilà, bienvenue Alain Djipou. En face de vous, Maître Georges Tegem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos fidèles téléspectateurs toujours aussi nombreux. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent fidèlement ce soir. Bonsoir à mes copanélistes. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous m'avez dit que vous jeûnez. Vous êtes musulman, vous? Oh, Serge Alain. Le jeûne, en solidarité avec les musulmans, c'est pourquoi? Ça c'est une information que je t'ai donnée à titre personnel. Mais bon, oui. Je fais le jeûne comme tout Camerounais peut décider de faire le jeûne. En période de jeûne catholique, j'ai pas pu le faire parce que j'avais un problème de santé, mais j'ai décidé de le faire en accompagnant la communauté musulmane. Voilà, donc vous accompagnez, il n'y a rien de mauvais, Maître Tegem. Ouais. Bon, voilà, Maître Tegem, je commence avec vous. La semaine dernière, ici sur ce plateau, vous défendiez la laïcité au Cameroun, d'ailleurs reconnue par la loi fondamentale dans l'article 1er et alinéa 2, la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé, elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais Tegem, vous ne voyez pas d'un bon oeil le fait que le président puisse accueillir les évêques, puisse recevoir les évêques. Défendiez, vous disiez que Cameroun était un État laïque. Mais voici donc aujourd'hui, le président accorde 1 milliard à la communauté musulmane pour le Hajj 2019. C'est un acte anticonstitutionnel pour vous? Serge Alain, je vais répéter ce que j'ai dit ici la semaine dernière. Je dis encore que le Cameroun est un État laïque. Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est bien indiqué dans la Constitution. La laïcité suppose une séparation entre l'Église et l'État. La laïcité ne veut pas dire que, si vous voulez, l'État n'entreprenne pas des rapports de dialogue ou alors de collaboration avec les représentants des, si vous voulez, des différentes congrégations religieuses qui doivent coexister dans un pays de manière pacifique. La laïcité suppose simplement que lorsqu'un évêque veut rencontrer un président de la République ou un dignitaire musulman ou alors un représentant d'une congrégation religieuse veut rencontrer un président de la République, il respecte les règles, il respecte les procédures et le président de la République n'est pas tenu de par la loi de le recevoir à la date qu'il veut. C'est ce que j'ai indiqué et je continue à persister dessus. La laïcité suppose qu'on n'est pas dans l'Algérie d'Abbassi Madani ou de Ali Benadj où il disait le premier acte du gouvernement c'est la charia. Le Cameroun est un État laïque, c'est-à-dire que les religions coexistent et cohabitent. Maintenant, il y a des interlocuteurs. Le principal, c'est le ministre de l'administration territoriale. Je le relevais déjà ici la semaine dernière, que c'est le ministre de l'administration territoriale qui est le principal interlocuteur des différentes congrégations religieuses, puisque pour avoir une autorisation même, c'est par lui que, si vous voulez, c'est chez lui que le dossier est déposé.
Si la congrégation, si alors les musulmans, dans cette œuvre de construction d'un pays où les religions doivent coexister, ou alors la communauté musulmane a su adresser ces problèmes, elle a choisi le bon canal. Il vous souvient, Serge Alain, j'avais indiqué également que si les évêques veulent rencontrer le président de la République, on ne peut pas en même temps se plaindre de la décentralisation, se plaindre de la centralisation et se plaindre de la décentralisation, parce que j'avais dit, il y a le CNDDR, il y a, si vous voulez, le multiculturalisme, oui, il y a le ministre de l'AT. J'ai dit que s'il veut rencontrer le président, il y a des difficultés, il s'adresse à ces personnes, ils vont remonter l'information. Et j'aimerais justement pour vous dire que relativement à la communauté musulmane, ils ont rencontré le ministre Atangandji, ils ont échangé avec le ministre. Le ministre Atangandji leur a dit, je vais adresser vos préoccupations à qui de droit. Et un jour après, ils ont obtenu une solution. D'autant que le problème non, il faut préciser, Maître Teguem, que le ministre Atangandji est le président de la Commission nationale du Hajj. Mais, donc il y a déjà une certaine proximité. Non, la proximité, c'est-à-dire que par rapport au Hajj, on indique qu'il est président de la Commission nationale. Ce n'est pas la personne d'Atangandji, c'est le ministre. Oui, bien Parce sûr. que c'est sur les religions, c'est le ministre, si vous voulez, qui assure une tutelle entre guillemets. C'est-à-dire que quand une congrégation religieuse veut s'installer au Cameroun, c'est là-bas qu'on dépose le dossier. Absolument. Et il vous souvient qu'il y a quelques années, le ministre Sadi avait interdit les congrégations religieuses. Et je pense que c'est l'instruction du chef militaire qu'on avait permis aux congrégations, à plusieurs congrégations, de reprendre leurs activités. Donc quand les gens du H ont donc rencontré le ministre Atangandji, ils ont bien adressé, ils ont coopéré. Moi, je pense que le ministre Atangandji a peut-être remonter l'information à qui de droit, certainement, puisque c'est qui de droit qui a réagi, pour dire que bon, eu égard au fait que c'est un facteur exogène, et que les gens ont su adresser leurs problèmes, qu'ils l'ont fait dans un cadre légal, qu'ils l'ont fait dans un cadre coopératif, parce que vous ne pouvez pas, et ça, il faut l'indiquer. Donc vous voulez que les évêques... Dans le champ politique. Dans le champ politique. Pas fait ça, la démarche n'est pas la même. Moi, je ne sais pas, je note quand même que dans le champ politique, lorsque l'on a un problème que l'on veut poser, il me semble qu'il y a d'abord, la première chose, c'est la démarche. Il faut commencer par là, parce que il est difficile de coopérer avec une autorité politique ou même administrative par les médias interposés. C'est toujours très difficile. Par contre, quand vous faites une démarche assez citoyenne, il est fort probable que vous obteniez une solution. Je pense que il y a lieu de saluer ce modèle de coopération entre une congrégation religieuse et les autorités étatiques. Ok, on va revenir sur les démarches. Hein. C'est un point qu'on va développer sur ce plateau. D'abord, vous, Alain Djipou, comment vous accueillez la démarche et la réaction des pouvoirs du président de la République? Bon, je dois commencer par dire que le gouvernement a subi. Le gouvernement a subi. Le gouvernement a subi une certaine pression de la part des organisations islamiques, les associations, le comité national du croissant lunaire, les dignitaires du Grand Nord, sénateurs, députés, qui, si vous avez vu même d'ailleurs la grande une de l'Œil du Sahel, c'est un confrère, de lundi qui indiquait que, en rapport avec le Hajj, que les dignitaires du Grand Nord voulaient saisir le chef de l'État pour justement poser le problème du coût élevé, jugé élevé du Hajj 2019. Alors, le gouvernement a subi cette pression-là. Et dans un état laïque, cela ne devrait pas se faire. Maître vient de l'expliquer. Parce que en réalité, ça pose la démarche que ces dignitaires religieux-là ont utilisée pose un problème du point de vue du respect même des 5 piliers du Coran. Il n'est pas dit dans le Coran qu'il faut à tout prix aller à la Mecque. Il n'est jamais une fois dans sa vie. Voilà. Il n'est pas dit que si vous n'avez pas de moyens, que X ou un État subventionne votre voyage religieux parce que vous êtes en situation d'indigence. Donc c'est une affaire qui se prépare soigneusement. En d'autres termes, vous voulez dire que je voulais dire que je n'ai pas compris pourquoi ces associations ont fait ces revendications-là. Chaque musulman doit se préparer, chaque musulman doit s'organiser parce que c'est un acte qui témoigne de la foi. La foi ne se marchande pas. On ne subventionne pas la foi. Aller à la Mecque, c'est un acte de foi. C'est un acte qui fait partie des piliers, n'est-ce pas, de l'islam. Et nulle part, l'islam ne recommande que des indigents soient obligés de le faire. Au point
d'aller faire dans la mendicité pour recevoir des avantages de l'État et se rendre à la Mecque. Non, je dis, on n'aurait pas dû. Ça, c'est la première analyse que je voudrais faire. Maintenant, en quoi le gouvernement qui a subi a récupéré cette affaire? Vous savez, on a dans cette situation où le Cameroun est comme dans un volcan. Dès qu'il y a quelques soubresauts, on redoute, on redoute des tensions. On va évoquer ça, voilà, tout à l'heure. On aura le temps d'y revenir. Voilà, sur ce plateau également, bonsoir Jonathan Batingere. Bonsoir Serge Alain, bonsoir copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Vous êtes sociologue, c'est bien cela? Effectivement. Voilà, Jonathan, l'année dernière, les pèlerins pour le Hajj ont déboursé chacun 2 242 000 francs CFA. Aujourd'hui, on était parti pour 2 529 000 francs. On a donc ramené, après tout ça, ils vont débourser la même chose. Est-ce que, lorsque les années passent, on est obligé de rester sur le même taux? Non. Déjà parce que les conditions, il y a ce qu'on appelle la contingence économique. Voilà. La situation dépend d'un certain nombre de paramètres. Pourquoi on ne comprend pas que les choses puissent augmenter? En fait... Pourquoi ils ont mal digéré cette affaire? Sinon, ils ont mal digéré cette affaire, c'est simplement parce que une hausse des prix, même sur le plan de la vie civile, en dehors du champ religieux, a toujours inquiété le peuple. Donc, pour ceux qui vont faire le Hajj, il faut les considérer d'abord comme des citoyens camerounais. Maintenant, ils adhèrent à une obédience religieuse et cette dernière leur prescrit dans ces piliers. Monsieur Ndipo a parlé des 5 piliers de l'islam. Il est compris bien sûr le Hajj. Le Hajj, une fois dans sa vie, au moins une fois dans sa vie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'instrumentalisation du religieux au Cameroun. C'est dire quoi? Le Grand Nord représente l'un des plus gros, sinon le plus gros vivier électoral du point de vue de la géopolitique nationale. Et en ce sens, il est de bon ton pour les dirigeants, surtout le régime en place, a longtemps facilité le Hajj pour les personnes qui vivent là-bas en s'attirant ainsi leur sympathie. Et ces fidèles musulmans qui sont pour la plupart originaires du Nord voient en l'état actuel un état-providence, un état paternaliste qui leur apporte son soutien de temps en temps lorsqu'ils ont besoin de mener cette action qui est un des piliers de leur foi. Et dans ce sens-là, les élites de cette région, mais surtout les élites musulmanes du Cameroun, avaient voulu continuer dans ce lobbying auprès de l'État pour bénéficier de cette faveur qui aurait aussi un impact sur le champ politique. Parce que ne voyez pas l'État là seulement comme l'État-providence, mais un État calculateur avec des acteurs qui en toile de fond sont des acteurs politiques. Et donc il y avait ce jeu qui devait se faire. Maintenant, là où ça pose problème, c'est que il faut un rétropédalage. Les 1 milliard étaient promis, maintenant on leur dit on ne pourra pas débourser les 1 milliard. Pourquoi? C'est peut-être là l'objet de notre débat. Je crois que quand la question va se poser, on va devoir rentrer dans le pourquoi du rétropédalage. Voilà, madame, monsieur, vous constatez, il manque une personne à ces débats aujourd'hui. Nous avons convoqué ici, appelé ici, Treya Siebou. Il va sûrement nous rejoindre, qui va nous dire un certain nombre de choses par rapport au débat aujourd'hui. Je reviens à vous, Alain Djipou, sur cette déclaration de ministre Paul Tangandji. Il a dit, vous allez donc retenir qu'à chaque fois qu'un problème est posé au Cameroun, légitimement, en utilisant les canons légaux, avec tout le respect des institutions, les problèmes sont réglés et généralement, le chef de l'État est sensible. Paul Tangandji. Oui, on veut nous faire croire encore une fois que le chef de l'État, Paul Biya, a fait preuve de magnanimité. Oui. C'est la mansuétude du chef de l'État qui a décidé de mettre en place 1 milliard pour faciliter le voyage. Il y a des termes qu'il utilise pour la Tangandji. Il dit que lorsqu'un problème est posé au Cameroun, légitimement, en utilisant les canaux légaux, avec tout le respect des institutions.
Je veux qu'on s'attarde sur cette herbe de Poulatangadji. Bon, je crois qu'en réalité, on n'est pas sans ignorer la situation sociopolitique des plus troubles que vit le Cameroun depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'il veut en fait dire par là, Poulatangadji? Je crois qu'il fait allusion, je ne suis pas dans sa pensée, mais à interpréter ce que vous venez de lire, je crois qu'il fait allusion à cette crise, à ce mouvement de revendication qui est à l'origine d'un certain climat d'instabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même à l'extrême avec Boko Haram. Vous savez très bien que ce qui se passe depuis 3 ans en zone anglophone est tout simplement une crise qui entraîne des conséquences désastreuses. Du fait que certains Camerounais mécontents ont crié leur mal-être, ont voulu faire entendre raison au pouvoir public de ce qu'ils sont marginalisés, de ce qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur pays, parce que l'État est pratiquement... L'État n'est pas présent, on ne sent pas la présence dans leur vie au quotidien. Et c'est pour cela que, au lieu qu'ils viennent poser le problème sur la table autour d'un dialogue, que les gens appellent de tous leurs vœux, convoqués par les pouvoirs publics, ils ont préféré utiliser d'autres canaux qui sont des canaux légitimes, à savoir la contestation. C'est leur droit, c'est des Camerounais. Chaque Camerounais est, je crois, libre de manifester si et seulement si ces revendications sont légitimes et si on veut véritablement changer les choses dans ce pays. Je crois que nos frères anglophones qui ont posé des problèmes réels touchant à leur vie au quotidien n'ont pas fait fausse route. Aujourd'hui, qu'on continue à crier leur misère. Leur problème, c'est quoi? C'est qu'on essaye de renforcer la gouvernance, qu'on essaye qu'ils puissent profiter, qu'ils se sentent intégrés dans leur propre pays. C'est ce sentiment de frustration, de marginalisation qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler la crise anglophone. Le problème anglophone ne date pas d'aujourd'hui, certes. C'est un vieux problème. Depuis Aïjo, cela existe. Mais il n'y a pas eu véritablement de dialogue pour pouvoir examiner en profondeur le phénomène et dégager des solutions de manière durable. Donc, pour me résumer, Atangadji, certainement, qui est un fils du Nord-Ouest, doit avoir en arrière-pensée la situation socio-politique trouble qui ne lâche pas. Lui qui est par ailleurs secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Donc, il doit pouvoir s'inquiéter également de ce qui se passe dans cette région devenue un casus belli aujourd'hui, un no man's land pratiquement, parce qu'aujourd'hui, c'est des bandes armées, c'est des sécessionnistes, c'est monsieur tout le monde qui organise sa débrouillardise sur le plan des exactions comme il peut, pourvu qu'on tienne les ficelles dans une aventure que les pouvoirs publics auraient pu faire cesser depuis belle lurette, si au moins ils avaient été un peu sensibles à ce qui se passe dans ces régions depuis 3 ans. Jonathan Batengene, pour vous, le président a désamorcé une bombe? Qu'est-ce qui pouvait arriver si il n'y avait pas ce milliard-là, on n'accordait pas ce milliard? C'est-à-dire le mécontentement de la communauté musulmane par rapport au Hajj 2019. Qu'est-ce qui pouvait se passer? À quoi devrait-on s'attendre? En fait, c'est le sentiment d'échec des élites qui avaient ainsi entrepris l'action. J'aimerais bien revenir sur le propos. Lorsque le propos du ministre dit clairement que lorsque c'est mené dans les canaux... Attendez, je reprends pour vous. Vous allez donc retenir qu'à chaque fois qu'un problème est posé au Cameroun, légitimement, en utilisant les canaux légaux, avec tout le respect des institutions, les problèmes sont réglés et généralement, le chef de l'État est sensible. Poulatangadji. Quand il parle de légitimement, ça veut dire que ça a reçu l'adhésion populaire. Je n'ai pas vu particulièrement la communauté musulmane mobilisée autour des mosquées et sollicitant une aide de l'État en vue du Hajj. Je n'ai particulièrement pas observé cela. Maintenant, ça veut dire que c'était une démarche au niveau de l'élite cléricale. Cette élite cléricale qui a mené l'action, il faut le préciser, en majorité, elle soutient le parti au pouvoir. Donc, les canaux légaux et la légitimité dont il est question, c'est effectivement ceux-là, pour la plupart. Il n'est pas question forcément des canaux légaux et de la légitimité du point de vue de la population entière. C'est une légitimité des canaux légaux
qui sont essentiellement en faveur de certains Camerounais. Maintenant, pour revenir, l'argent devait être débloqué. Pourquoi? Parce que tout échec d'une telle démarche, quand on comprend la logique dans laquelle, tout à l'heure j'expliquais, toute démarche qui aurait connu un échec serait un désaveu de ceux-là qui l'ont initié. L'argent aurait dû être débloqué. En fait, si la mesure n'avait pas abouti, Oui. comme elle a abouti à un moment, ça aurait été un désaveu de leur initiative et donc des initiateurs. Ils auraient pris ça personnellement sur eux, comme une de leurs revendications, bien une demande qu'ils ont adressée, qui n'a pas été acceptée par les leurs. Ce n'est pas la communauté musulmane dans son entièreté qui aurait vécu cela comme une injustice. C'est ceux qui l'ont initié. Donc il fallait éviter de les froisser, parce qu'on sait que ceux-là sont les piliers sur lesquels s'appuie le régime pour avoir le grand électorat de la population musulmane qu'on retrouve en majorité dans le Grand Nord. Voilà, il nous a rejoint enfin sur ce plateau. Treya Sebo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous nos panélistes. On peut comprendre votre retard? C'était quoi la dernière prière, la journée? C'est la dernière, 18h30, 19h? Ah oui, c'est bien vrai. Vous savez, nous sommes en pleine période de carême et oui. Il fallait rompre le jeûne à 18h30. Prendre un peu de force avant de venir sur le soir. Un peu d'énergie, un peu de bouillie, et puis faire un peu de prière pour le plateau et puis pour notre pays. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est les thèmes qui sont revenus après que le président ait débloqué 1 milliard. Les imams m'ont demandé à prier beaucoup pour le pays. Alors, ce n'est pas juste les imams qui demandent oui. à ce que les hommes... À travers le communiqué, hein, je m'arrête. Effectivement, certains Camerounais prennent ça comme quelque chose de nouveau. C'est ce que nous demandons, nous tous. Et il n'y a aucune personne ici sur le plateau qui ne va pas demander à ce que la prière soit faite pour le Cameroun en ce moment-ci oui. Et ces dernières années. Nous sommes à un moment décisif de notre pays où il faut justement beaucoup de prières. Vous devez donc comprendre que ce n'est pas une histoire du musulman, c'est une histoire camerounaise. Donc il faut que tous les Camerounais s'impliquent. Oui. Parce qu'en ce moment-ci, vu les situations sociopolitiques de notre pays, la prière est demandée. Il faudrait que nous essayions d'avoir la paix au Cameroun. Donc ce n'est pas juste les musulmans. Oui. Ça a juste été une coïncidence que cette réaction-là essaie d'arriver au moment où, en période de carême, et ça coïncide avec les musulmans qui sont en ce moment en prière. Mais avant ce moment-ci, croyez-moi, il y a plusieurs personnes, même dans l'ombre, qui prient pour le Cameroun. Ok, je reste avec vous, Treya Sebo. La pointe de discorde, c'est au niveau du montant. L'année dernière, à 2018, on était à 2 242 000 francs CFA. Cette année, on a monté un peu plus, 2 529 000. Et sur ce plateau, Alain Dipou disait, le Hajj, c'est un des piliers, un des 5 piliers de l'islam, qui dit au moins une fois dans sa vie, si on n'est pas prêt en 2019 pour 300 000 francs l'écart, est-ce qu'on était obligé d'aller en 2019? Parce que pour lui, il pense qu'on a mis la pression sur le gouvernement. Je ne vois pas cela comme une pression. Oui. Vous comprenez tout de suite que la situation économique et financière de notre pays est telle qu'aucun individu ne peut de manière imprévue sortir dépenser ne serait-ce que 100 francs oui. De sa poche sans toutefois faire le programme. Moi, je parle là en position d'économiste. C'est lui qui dépense de l'argent sans faire des calculs est un bandit. Alors, lorsque vous avez fait le plan ou soit un programme d'aller à la Mecque et vous avez budgétisé le montant à dépenser et par surprise, il y a 100 francs ou il y a 1000 francs ou il y a jusqu'à 300 000. Oui. Comprenez tout de suite que des personnes qui vont à la Mecque sont des majeurs, des personnes qui ont au-delà de 18 ans. Certains d'entre eux sont des pères de famille qui ont des enfants et qui ont des femmes à nourrir. Et alors, 300 000 francs de plus n'est pas 30 000 francs à débloquer un matin comme ça. Et comprenez, vous avez justement dit là tout à l'heure qu'il faudrait au moins que chaque musulman, que vous soyez femme ou oui. Homme, que vous allez à la Mecque au moins une fois dans votre vie. Et cela pouvait être la seule occasion pour plusieurs. Oui. Parce que pendant que nous parlions ici, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 20 heures. Oui. Et si vous ratez dans le Hajj en 2019,
rien n'est clair, rien ne Vous nous allez en prouve 2020. qu'en 2020, vous allez vous rendre au Hajj. Oui. Donc c'est tout à fait normal. Et je ne vois même pas cela comme une polémique, ce n'est pas une plainte que les musulmans ont posée en tant que telle. Ils ont posé un problème à un chef d'État, Oui. ou à un gouvernement, ou à un pays. Si le chef de l'État n'avait pas débloqué l'argent, vous, Alain Serge Autou, Oui. vous aurez dû le faire. Si je vous vois, je vous dis, j'ai un problème de 100 000, il faut que je n'ai pas accompli mon devoir religieux. Et que si vous avez cet argent, même mon frère qui est en face là, s'il a cet argent, il va le faire. Alors, il s'agit, lorsqu'on part à la Mecque, on ne prie pas juste pour soi-même. On prie pour le Cameroun entier, y compris vous Oui. qui êtes ici. C'est pas pour Paul Biya que nous allons à la Mecque, nous allons à la Mecque pour le pays et le monde entier. Parce que nous voulons qu'il y ait la paix au Cameroun, nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde. Ok, Merci. ok. Alain, vous voulez réagir? J'ai une question pour Maître Tegem. Et juste pour indiquer que, en fait, le problème que cette subvention pose à la communauté musulmane, parce que j'en ai dans ma famille, mon épouse est musulmane, je le confesse ici, et c'est que à un moment donné, on a le sentiment que les pouvoirs publics veulent des occasions, n'attendent que des occasions pour pouvoir se saisir d'une aubaine Oui. et en faire une exploitation à la gloire, n'est-ce pas, du régime. Donc, moi, de ce point de vue-là, ça me pose un problème, parce qu'en fait, tout bon musulman, c'est que chaque année, il doit avoir Hajj. Oui, oui. Et doit se préparer en conséquence et en connaissance de cause. Même si, du point de vue économique, on ne maîtrise pas les données économiques, parce que la monnaie est fluctuante au niveau du marché. Oui. On peut quand même se donner un peu d'air pour bien préparer son voyage, qui est un voyage religieux. La foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi ne se marchande pas. Lorsque vous avez travaillé, vous avez fait couler votre sueur, vous avez transpiré pendant 1 an pour avoir de quoi payer votre voyage, pour aller à la Mecque. À la dernière minute, on vous dit qu'il faut encore 300 000 francs. Vous commencez à travers les associations à supplier l'État de compléter le gap. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, on est encore dans un État laïque où les pouvoirs publics doivent s'abstenir de s'ingérer dans cette façon d'organiser la communauté musulmane? Je veux bien que les pouvoirs publics pensent à aider les Camerounais qui désirent organiser des voyages. Il n'y a pas que les musulmans qui organisent le Hajj. Il y a à l'église évangélique, on fait des pèlerinages en Israël. Je n'ai jamais entendu le pouvoir Donc public. vous réclamez ça aussi? Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il faudrait que, puisqu'on est dans un État laïque, il y a plusieurs congrégations, que chaque fois qu'il y a donc une congrégation qui organise un pèlerinage, que l'État soit en mesure aussi d'apporter des subsides. Et non faire comme si on donnait certaines priorités aux musulmans au détriment des autres. Voilà pourquoi ce problème dérange, de mon point de vue. Ok. Maître Tegem, Lindipou a parlé les pouvoirs saisissent très souvent les occasions. La semaine dernière, on a vu toujours le président border 1 milliard pour les souscripteurs de la MIDA. Un autre milliard pour le Hajj 2019. Comment comprendre cette promptitude de Paul Biya depuis un certain nombre de semaines à résoudre les problèmes des Camerounais? C'est pas depuis un certain nombre de semaines. Je parle de la promptitude. C'est un président de la République à l'écoute des problèmes des citoyens. Bon? Mais il ne fait que ça. Vous avez cité 2 exemples et vous dites encore ah bon. Mais je cite des exemples. Vous citez 2 exemples les plus récents. Je peux en citer 1000. Si vous voulez, je reviens un peu en arrière, mais ça va nous perdre du temps. On demande le dialogue inclusif depuis plus de 3 ans, peut-être 3 ans maintenant. Serge Alain, j'aurais bien voulu que tu me dises que tel groupe organisé a rencontré telle autorité a posé le problème. Mais il faut que l'on de ça, Maître Tegem. Oui, mais la démarche des évêques, Serge Alain, il y a un problème de démarche. C'est toujours le problème que je pose depuis. L'État camerounais, je le redis encore, est laïque. C'est-à-dire qu'au Cameroun, l'État n'a pas à se mêler du fonctionnement des églises et les églises ne doivent pas se mêler du fonctionnement de l'État. Que ce soit les églises, que ce soit les mosquées, que ce soit les musulmans. L'État est laïque, c'est-à-dire l'État laisse les religions se déployer. Maintenant, lorsque une congrégation religieuse estime qu'elle a un problème et qu'elle sait poser le problème,
elle va toujours trouver une solution mieux que celle qui passe par des méthodes qui sont parfois regrettables. Je ne dis pas toujours regrettables, mais parfois regrettables. Lorsque l'on veut rencontrer un président de la République, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un monsieur que l'on rencontre à la rue. Pour le rencontrer, il y a une démarche. Vous avez vu les congrégations, quand le problème s'est posé, les gens qui voulaient aller au Hatch ont eu des problèmes de 300 000 francs. Ils se sont organisés. Ils ont désigné des leaders qui sont allés rencontrer le ministre de l'AT, qui est président du Hatch. Et ils ont posé le problème. Le monsieur a dit, ok, je vais transmettre à qui de droit. C'est le jour d'après qu'il les appelle pour dire, voilà ce que qui de droit dit. Donc il y a un problème, Serge Alain, de démarche. Donc si les évêques demain vont rencontrer le ministre pour la Tangandji, d'ici lundi ou mercredi, le président Biya va le recevoir. Serge Alain, moi, je ne suis pas le président. Si on parlait de démarche. Oui, mais déjà, il faut que la démarche soit initiée pour qu'on puisse en juger. Et je répète que si, il faut que je poursuive mon raisonnement jusqu'au bout. Il faut savoir une chose, si le chef de l'État n'avait pas accordé le milliard, rien ne serait passé. L'État est laïque. Il l'a fait par mansuétude. Il l'a fait sans en être obligé, parce que, je le répète, l'État camerounais est un État laïque. L'État n'a pas à se mêler du fonctionnement des religions. Maintenant, quand un problème se pose, et il y a une démarche qui est initiée par les représentants, qui savent adresser leurs problèmes, qui savent comment les poser. Parce que dans tout ce que l'on fait, même la crise anglophone, c'est un problème de démarche. Comment vous vous imaginez que nous sommes dans un pays, on vit comme ça depuis 60 ans. Un matin, les gens se réveillent et disent que non, ils ont un pays. Alors qu'on se comporte comme si le Cameroun est, comme disait mon voisin la semaine dernière, un État créé de Dieu. Le Cameroun est une convention. Quand les enfants sont à l'école primaire au cours élémentaire, mon enfant du cours élémentaire me disait il y a quelques années que on nous dit le traité Germano-Douala. Vous croyez que c'est quoi? C'est une convention. Lorsqu'on parle de 1916, on dit que le Cameroun est venu, on a dit sous tutelle, juste ici. C'est des conventions, c'est des accords. Et ça a été renforcé par, je vais poursuivre avec la jurisprudence, le principe de l'uti possidetis. Il a été posé et confirmé par la Cour internationale de justice dans l'affaire Burkina Faso-Mali de 1985. C'est-à-dire l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ce n'est pas un problème qui est parce qu'on va rester, on dit que zone anglophone, et ça devient un pays. Il faut l'accession à la communauté internationale. Et la communauté nationale a défini les règles. Donc c'est un problème, je dis encore une fois. Pour moi, c'est une crise qui nous a divisés. C'est une crise. C'est une crise. Avant la colonisation, nous étions un pays un. Je dis, c'est une crise qui est tellement grave. Moi, vraiment, quand j'en parle, et je te le dis toujours, pour moi, c'est le seul problème du Cameroun. On devait en parler tous les jours. Parce que le reste là, c'est des problèmes qu'on règle par décret ou qu'on règle par décision de justice. C'est pas des problèmes. Par contre, la crise anglophone, même si aujourd'hui on dit par un accord, comme vous dites, dialogue inclusif. Même si on s'assied à l'Assemblée, on n'est pas sûr que ceux qui sont dans les brousses là, ils vont venir et dire que c'est que vous avez créé. La preuve, c'est que Foundi a été enlevé. D'après ce qu'il dit, vous avez entendu. Je leur ai dit, mais est-ce qu'il a été écouté? Ça, c'est un autre problème. Donc, quand on parle des problèmes, Serge Alain, je veux bien qu'on essaie de les circonscrire, qu'on place bien les choses dans leur contexte, que l'on rappelle les fondamentaux. La République, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est la citoyenneté. Les valeurs, c'est la démocratie. Les valeurs, c'est la liberté. Les valeurs, c'est la propriété privée. Les valeurs, c'est aussi la laïcité. Si une congrégation religieuse, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit a un problème, il y a des personnes à qui il faut préalablement s'adresser. Maintenant, il y en a qui, par leur réseau particulier, peuvent rencontrer le chef de l'État. Parce que ça existe, et dans tous les pays du monde, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des rapports privilégiés avec le président de la République, soit parce qu'ils ont été à l'école ensemble, et c'est ce qui s'est passé au Cameroun avant. Les religieux n'avaient pas trop le problème à rencontrer le président de la République. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, il y a une certaine discordance entre certaines personnes et le président de la République qui n'acceptent pas, peut-être dans leur esprit, de faire la démarche qui doit être faite parce qu'ils se mettent peut-être au même niveau que le président de la République. Je rappelle qu'en France, pendant que nous étions jeunes étudiants, le président de la République s'appelait François Mitterrand, et je ne vais pas demander ce témoignage de mon ami et grand frère Saint-Éloi Bidon, qui m'avait dit un jour dans nos chambres du Crous que on appelle Mitterrand Dieu. Tu n'entends pas? C'est Dieu. On l'appelait Dieu. Là, c'est ce que je voulais dire. Ok. Sur les raisons évoquées, oui, vous voulez dire quelque chose, Jonathan? Oui, d'abord revenir sur, en fait, M. Ndipo. Le Cameroun n'était pas, avant la colonisation, un État. Il y avait une seule nation. On avait une multitude de nations qui étaient tout à fait indépendantes et qui existaient, qui cohabitaient de façon plus ou moins pacifique ou belliqueuse. Maintenant, c'est revenir un peu. Le problème, c'est pas forcément que l'État soit pas laïque.
c'est l'instrumentalisation du religieux qui est perceptible. Et je vais donc apporter des éléments davantage dans cet argument. Si vous prenez la répartition sociologique du point de vue religieux de la population camerounaise, vous avez près de 47% de la population qui est catholique, vous avez 25% qui est comment on appelle, qui est protestante, et vous avez environ 16% qui est musulman. Vous avez les animistes. Très très petite marge qui est répartie entre les animistes, toutes ces mouvances qui se retrouvent pas dans cette grande classification. Maintenant, si vous prenez les aires géographiques du Cameroun, les aires culturelles du Cameroun, vous avez 4 grands aires: les Fambetibolo, les Sawa, les Grassfield et les Peul. Pourquoi Peul? On vous dira qu'en fait, dans le Grand Nord, ce n'est pas les Peuls qui sont majoritaires, encore moins les musulmans. Cependant, la culture dominante dans cette zone-là, c'est la culture à la fois Peul et musulmane. Quand vous arrivez là-bas, l'habillement, la langue, c'est les traits Peul. Et cette dominance Peul a fait que toutes ces populations sont facilement influencées par ce qui vient de l'élite Peul. Vous avez dans une autre division là-bas les Tupuri, ou bien les peuples les Kirdi, les peuples Kirdi, qui essayent de s'émanciper de cette influence dominante des Peuls. Cependant, encore là, vous avez les Kirdi qui se sont islamisés, qui continuent de maintenir cette grosse influence. Maintenant, vous prenez la géopolitique nationale, vous allez remarquer que l'influence Peul a une réelle incidence dans le vote au niveau de la grande zone du Nord, qui est réputée être la zone la plus peuplée, la plus densément peuplée du Cameroun. Donc, le président de la République, et regardez ses comportements politiques sur le plan religieux. Certes, je veux reconnaître qu'il y a laïcité, mais le président de la République, dès qu'il y a un événement qui porte à la catholicité, vous allez le voir très actif, et vous allez le voir vous allez remarquer que l'État en ce moment se mobilise davantage. Pourquoi? Parce que là on parle de 47% de la population camerounaise. Maintenant, vous regardez la zone la plus peuplée du Cameroun, le Grand Nord, qui est sous influence d'un Peul musulman, vous avez également les mêmes comportements. C'est ça que j'appelle l'instrumentalisation du religieux. Et ça va continuer comme ça si nous restons dans un état de prébande. Oh, vous avez vous-même apporté de l'eau à mon moulin, Maître Tegem, en disant que des gens ont des réseaux. En fait, c'est ces réseaux dont je parle. Cette élite cette élite musulmane, qui est en majorité originaire du Grand Nord, joue de tout son poids du point de vue électoral pour continuer à bénéficier des avantages de cette influence au niveau des instances décideurs de notre pays. Et ça, c'est un danger pour notre démocratie. On ne pourrait pas continuer ainsi. Par contre, on pourrait leur opposer un autre raisonnement. Dans les États où la laïcité est respectée, il y a une autre démarche. L'Arabie Saoudite est l'un des principaux financeurs des actions du Hajj. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'avec toute l'activité que l'Arabie Saoudite mène, cette élite-là n'aurait pas pu trouver faveur auprès du gouvernement d'Arabie Saoudite, qui est le principal même bénéficiaire de ce Hajj. Et ça serait même en correspondance avec les pratiques de tous les musulmans qui seraient dans une fraternité de leur religion. Je ne veux pas dire que l'État n'a pas vocation à apporter son aide aux mouvances religieuses, mais je veux dire que l'instrumentalisation du religieux par l'élite musulmane, dans le cas d'espèce, est en train d'avoir des effets pervers sur le jeu politique. Et c'est ce qui a créé un tollé du point de vue des autres personnes qui se sentent donc lésées dans ce jeu politique. Elles voient dans l'action du gouvernement une nouvelle stratégie pour conserver le pouvoir à long terme. Et le fait qu'on ait décrié, en fait, c'est pas l'action sur les musulmans, mais c'est l'instrumentalisation du religieux qu'on craint derrière, qui va se perpétuer et qui risque de continuer à plomber le jeu politique dans notre sphère nationale. Jonathan, je vais faire juste deux phrases. Oui. Jonathan, il faut que l'on se mette bien d'accord. Un État est une construction juridique. Et elle se fait par il se construit par étapes.
Je voudrais rappeler, parce que tu as dit c'est après la colonisation, je dis bien, la construction d'un État se fait par étapes. Le Cameroun a été construit par étapes. Deuxième point, tu as dit tout à l'heure la majorité au nord. J'ai l'impression que tu ne connais pas le nord. Excuse-moi de te le dire. Si tu j'ai dit l'influence majoritaire musulmane. Je parle bien de l'influence majoritaire. Vous pouvez aller là-bas, maître. Oui. Ce n'est pas une situation que j'explique qui est abstraite. Oui. Vous vous rendez aujourd'hui en Ngaoundéré. Oui. Ça commence par là. Vous arrivez à Ngaoundéré. Oui. Vous regardez quelle est la langue parlée dans le centre-ville jusqu'à Kousseri. Quand vous verrez la langue parlée, vous vous posez une autre question. Quelle est l'attitude? Kousseri, c'est l'arabe. Non, à Kousseri, pas l'arabe choix. L'influence est plus. Mais il y a encore le Foufoulde là-bas. Excusez-moi, ne confondons pas la langue et la religion. C'est l'influence, L'habillement, c'est pareil. Les mœurs, c'est pareil. C'est l'influence musulmane qui est dominante là-bas. Ils ne sont pas majoritaires, contrairement à ce que tu dis. L'influence musulmane est dominante dans le Grand Nord. Je ne suis pas sûr. Il faut aller au Nord. Allez-y, vous verrez. Pour y avoir vécu un an. Merci. J'ai l'impression que nous sommes là en cours de géographie et d'histoire. Mais nous sommes là pour parler justement d'une situation qui essaie de ranger la vie de notre pays. Et avant d'avancer... Tu parles de la récupération de ce Hadj-là par le politique. Je vais déjà attirer l'attention de mes frères qui sont autour de moi que l'acte qu'a posé le chef de l'État n'a aucunement de connotation politique ou de récupération. Je vais m'expliquer là-dessus. Le fait qu'on parle de l'islam ou soit du musulman au Cameroun, on voit soit vous êtes du département du Nord ou soit vous venez du Nord. Oui. Mais ce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas du tout la réalité. Moi, je suis d'accent anglophone, je suis né musulman et je suis musulman. Venez dans le littoral, vous allez voir le nombre de Bassa, des tribus Bassa, c'est-à-dire des Bassa qui sont des musulmans. Alors, allez dans le Noun ou dans la Mifi, vous allez voir le nombre de mes frères Bamileke qui sont musulmans. Alors, ça n'a donc pas, ça n'a même pas de connotation politique, l'acte qu'a posé le chef de l'État. Et le fait donc que les musulmans se sont tournés vers le chef de l'État ou soit vers l'État ne voudrait pas dire qu'il n'y avait même pas de musulmans qui pouvaient sortir 1 milliard de francs de sa poche et essayer de financer cela. Je vous dis déjà qu'il y a des personnes, il y a des musulmans qui le font, qui font même à hauteur de 2 milliards. Je vous dis également que l'Arabie Saoudite dont vous avez cité a justement des investissements au Cameroun et il continue à poser des actes qui sont au-delà de 1 milliard de francs. Moi, je vous parle en tant que musulman. Nous sommes en une période de carême. Et lorsqu'on parle de jeûne, il ne s'agit pas juste de s'abstenir de manger. C'est aussi à la fois de s'abstenir de se dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Le chef de l'État n'est pas à sa première fois qu'il pose un pareil acte envers soit les musulmans, soit envers les chrétiens. Pour que nous disons donc que c'est une récupération politique. Vous êtes là en train de me donner l'impression que les musulmans ou la communauté musulmane au Cameroun ne savent pas cerner entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il suffit justement qu'on les tend un peu de monnaie et qu'ils se retrouvent obligés de faire ce que fait un individu. Si le pouvoir en place, ou soit le RDPC, a remporté le vote, peut-être dans la partie septentrionale, comprenez tout simplement que ceux qui ont voté en leur faveur, c'est des hommes et des femmes qui raisonnent. Je ne peux pas rester sur un plateau et j'accepte, parce que vous êtes là indirectement en train de dire que les musulmans ont été achetés par le chef de l'État pour qu'il va utiliser dans cet acte-là, soit pour payer ce que les musulmans ont donné hier, ou soit pour payer ce qui va arriver demain. Je vous dis que demain, votre village ou des hommes et des femmes de votre village
peuvent se retrouver dans une situation. Et la première réflexion qui vous vient ne peut qu'être le chef de l'État. Et en ce moment-là, vous oubliez toutes les pistes. Croyez-moi. Vous avez souvent été malade. Et vous oubliez même que le paracétamol existe, oui ou non. C'est le voisin qui vient attirer votre attention que face à votre maladie, il faut consommer du paracétamol. Donc en cette période-ci, ça c'est une période de carême, c'est-à-dire de jeûne. C'est une période de prière. Nous avons besoin de la prière pour notre pays, nous avons besoin du pardon. Et nous ne pouvons pas être en train de jeûner, passer des nuits et des nuits en priant pendant que des polémiques se créent. Maître l'a dit tout à l'heure que nous avons des situations au Cameroun qui sont au-delà de ce que nous discutons ici, qui est la crise anglophone. Et je vais profiter sur ce plateau pour vous dire qu'en ce moment-ci que je vous parle, le Premier ministre, chef du gouvernement, est en ce moment à Bamenda. Il n'est pas à Bamenda en balade. Il est à Bamenda parce qu'il doit rencontrer nos frères et nos sœurs anglophones qui sont en crise. Parce qu'il est parti pour les écouter, s'il vous plaît. Parce qu'il est là, il est là pour les écouter. Pas très tôt. Il est là pour les écouter. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Et je suis sûr, et je peux même déjà vous rassurer, qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en voie. Et beaucoup d'entre nous sur ce plateau, nous allons être surprises, peut-être dans des mois ou dans des jours à venir, pour ce qui va devenir la crise anglophone. Juste une phrase. C'est pas la première fois que le Premier ministre s'y rend. Le 8 décembre 2016, le Premier ministre Jean Philomon s'y était rendu. Pas de Jean Goutet. Je parle du Premier ministre. C'est pas moi, je personnalise. C'est le Premier ministre. Je personnalise. Non, c'est les autorités, il ne faut pas personnaliser. Je personnalise. Ça n'a pas été le cas, mais vaut mieux être tard que jamais. À la tête du gouvernement, ce n'est que maintenant qu'ici. Vaut mieux être tard. Je suis d'accord avec vous. Vaut mieux tard que jamais. Nous n'allons pas rester là dans des trucs pour dire que ça n'a jamais été le cas. Oui. Mais du moins, à la fin, la conscience est là. Oui. Nous tous ici, nous nous sommes trompés sur la crise anglophone. Vous vous trompez souvent. Vous pouvez mal juger une situation et à un moment donné, vous vous rendez compte que non, cette situation est plutôt comme ceci au lieu que ça soit. Votre discours, c'est une parenthèse. Dans le même sens que toi. Je vais en parler en termes de subventions même d'église. L'église catholique bénéficie des subventions de l'État. C'est annuel. Serge, vous confirmez mon propos que les deux grands mouvements, les deux grandes influences qu'on a dans le pays font l'objet d'une récupération. Non, je ne vais pas entrer dans ce jeu. Je veux juste que les téléspectateurs peuvent voir que je ne parle pas de trucs abstraits. Sur le plateau, vous voyez le sentiment de reconnaissance que notre frère a déjà vis-à-vis du président. Quand je parle d'instrumentalisation, c'est justement ça qu'on recherche. Sachez une chose, monsieur. En fait, en politique, on vous donne ce qui le plus vous tient à cœur. Pour un musulman, le Hajj, c'est un pilier. Donnez-lui le Hajj. Vous lui avez donné un élément de la vie éternelle. Dans l'islam, vous voyez le poids? C'est ça, la subtilité du jeu politique. Cette action-là, on appelle ça l'instrumentalisation du religieux. C'est tout. Maintenant, peut-être ça vous paraît méchant, mais ce n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est pas dire que le président est méchant, mais c'est dire que voilà une technique qu'il utilise pour s'assurer une reconnaissance et une légitimité de ces gens-là. C'est comme ça, en fait, qu'il réussit à gagner le cœur des personnes comme vous. Pourtant, regardez l'état de notre pays actuellement. Beaucoup de gens se battent pour que ça change. Et effectivement, dans la lancée où des gens majoritaires se retrouvent dans votre position, on a ce système qui continue. Vous voyez le paradoxe? La situation n'est pas très positive, mais il y a des gens qui se sentent reconnaissants parce que justement on utilise ce genre d'argument. Et là, c'est sur le domaine religieux. C'était juste pour répondre. Et quand Maître lui-même a dit, l'instrumentalisation du religion ne touche pas que l'islam, ça touche aussi certains mouvements. Tous. Je ne suis pas sûr que notre frère, qui maîtrise bien le Coran mieux que moi, peut nous regarder en face et nous dire qu'il est recommandé dans l'orthodoxie
musulmane qu'un croyant, qu'un fidèle haïf qui demande l'argent pour aller à la Mecque. Je ne suis pas sûr. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce que les associations ont fait, c'était quoi? On dit que le coût du H a augmenté. Ils ont organisé une revendication pour obtenir de l'État des facilités. Ça s'appelle quoi? De la mendicité. Ça, c'est l'analyse qu'il faut faire. Donc, pour moi, du point de vue de la foi, ça pose un problème. Je n'ai rien contre. Bon, maintenant, quand on veut nous faire croire que le chef de l'État est magnanime, il a la mansuétude, mais on ne nous dit pas. Le milliard, là, ça ne sort pas de ses poches. Il faut qu'on arrête de banaliser cette affaire. Il faut aussi qu'on interroge la source, la provenance de ce milliard. À chaque fois, on dit manque d'eau à l'extrême nord, 100 millions. On dit qu'il y a ceci, machin, 1 milliard. L'autre jour, 1 milliard, c'était destiné à qui? À la MIDA. À la MIDA, 1 milliard, MIDA. Tout ça, ça sort d'où? Je vais un peu vous... Donc, il faut qu'à un moment donné... Oui, le journal, on va revenir. Merci. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h. Dans un instant, Cédric, au menu ce soir. Ce soir, vous allez suivre les premiers pas du chef du gouvernement, Joseph John Gouté, envoyé spécial du chef de l'État sur les braises ardentes de la crise anglophone, là où il est allé tenter de convaincre l'opinion publique sur la volonté du chef de l'État à dialoguer et mettre fin à 3 ans de violences meurtrières dans le chaudron de la crise anglophone. Vous écouterez ces femmes victimes de cette guerre. Elles expriment leur souffrance, leur tristesse et leur exaspération face à l'enlisement de la crise. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et pendant que le Premier ministre s'est mobilisé dans le chaudron de la crise anglophone, la commission en charge des droits de l'homme se déchire autour de l'examen approfondi de la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones. Certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme contestent la position que prend le président Shehu Tadjivine. Vous les écouterez en train de se déchirer autour de l'épineuse question de la crise anglophone dans le journal de 20h. Et nous parlerons également de cet échec du gouvernement dans la mise en place des politiques agricoles, alors que de nombreux agriculteurs s'attendaient à un appui du gouvernement. Celui-ci vient de solliciter la coopération suisse afin de pouvoir mettre sur pied une usine de production des semences agricoles. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, Cédric, vous, toute l'équipe, la rédaction vous donne rendez-vous tout à l'heure, madame, monsieur, pour le développement de tous ces titres dans la grande édition du 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. L'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir en compagnie de nos 4 invités, comme toujours. Vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir qui se poursuit dans la deuxième partie, celle réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Jonathan Batenguene, Alain Djipou, Maître Georges Tegem et Treya Subou. Treya, je commence avec vous. Vous avez vu le Premier ministre John Gouté, quelqu'un l'a dit, 100 jours après. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Alors, vous demandez pourquoi avoir attendu si longtemps. J'ai dit tout à l'heure, ici, il y a quelques minutes, que c'est encore mieux d'aller en retard que de ne jamais partir. It is better to be late than never. You should go late than you stay forever without going. So that is the most important thing. Yeah. Donc, ce qui est très important n'est pas le nombre de jours qu'on a attendu ou le nombre d'années qu'on a attendu. J'ai dit également tout à l'heure que chacun peut se tromper. Et comme vous avez si bien compris, aucun Camerounais, y compris le chef de l'État, n'est content de la manière dont la crise anglophone a été gérée. C'est donc le pourquoi vous voyez aujourd'hui, depuis un moment, le chef de l'État est très réactif et il attire l'attention de tous les Camerounais qu'il s'agit, après tout, d'une république
qui nous a encadrés jusqu'à l'âge où nous sommes. Et il s'agit de notre patrie et c'est ici effectivement qu'on va nous enterrer. C'est également ici au Cameroun qu'on a enterré nos parents. Donc il faut que chacun des Camerounais s'implique. Chacun doit s'impliquer, c'est donc le pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Premier ministre n'est pas juste en simple balade à Bamenda. Il est là pour une mission bien recommandée. Vous avez vu des hommes et des femmes qui l'ont entouré. Oui. Et vous avez également compris le message que lui, il a passé tout à l'heure. C'est assez clair. Mais je ne peux donc pas terminer sans rappeler ici sur le plateau que j'ai été très outré tout à l'heure lorsque mon frère d'en face attirait l'attention des téléspectateurs du fait que les musulmans sont partis mendier auprès du président de la République. Je vais encore réitérer qu'il n'y a pas longtemps, il y a le président qui a débloqué beaucoup d'argent pour qu'on essaie de venir en assistance aux commerçants qui ont perdu leurs biens au marché Kungu. Et il y a des cas comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bangouren. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui s'est déplacé et il y a eu de forts moyens ou de fortes assistances qui a été donnée à ces personnes. Vous vous êtes posé la question de savoir d'où venait cet argent. Je vais vous rappeler ici que je suis un chef d'entreprise et un contribuable camerounais. Moi, je donne à peu près 20 millions de francs aux impôts de mon pays chaque année. Alors, je ne peux pas donc accepter donc qu'on prenne cet argent au lieu d'aider des Camerounais avec et qu'on parle les mettre dans des comptes à l'étranger. Les 1 milliard qu'on a donné, on a donné aux Camerounais et c'est l'argent du contribuable camerounais que je fais partie. Merci. Jonathan Batenguele, on a vu le Premier ministre John Gouté s'exprimer en langue française. Oui, facteur d'intégration linguistique. Oui. Parce que nous tous, nous militons pour la double identité, qui ne serait donc dans la fusion qu'une seule identité, l'identité camerounaise. Donc, allant là-bas parler français, dans l'extrait qu'on a vu, hein, il veut réaffirmer. Pas dire que toute la cérémonie s'est tenue en anglais. Du moins, il veut réaffirmer le bilinguisme d'État au Cameroun. Maintenant, il y a aussi la para qu'il a revêtu, c'était les habits d'apparat traditionnels. La tenue traditionnelle du Nord-Ouest. Comme quoi, il reconnaît l'identité véritable des nations de cette région-là, c'est-à-dire l'identité culturelle de cette tribu, ce qui est la véritable identité nationale pour les Camerounais ou bien la sous-culture auquel nous appartenons. Et également, il faut saluer un fait. La semaine dernière, on parlait de Madame Bachelet. En début de semaine, on parlait de Madame Bachelet. Je tiens à saluer d'abord le fait qu'elle a tenu compte d'un ensemble de paramètres lorsqu'elle a rédigé son rapport. C'est grâce à ce rapport que nous voyons toutes ces actions qui sont menées actuellement. Elle a donné une chance aux Camerounais de discuter eux-mêmes de leurs problèmes et de trouver des solutions. Donc vous voyez un rapport avec la visite de Michel Bachelet? C'est exactement ce que son rapport nous a demandé de faire. Discuter, quelque minime soit l'opportunité de retrouver la paix, utiliser cette opportunité et retrouver votre paix. Elle nous a épargné un ensemble de récriminations qui auraient plutôt été récupérées par les puissances étrangères. Alain Djipo, on apprend à travers le Premier ministre John Gouté que le président est disposé à dialoguer. C'est nouveau. Oui, je suis toujours un peu circonspect avec des effets d'annonce. C'est normal, missionner à Bamenda pour porter le message du chef de l'État, il n'est pas surprenant que le PM dise ce que pense le chef de l'État. Maintenant, entre l'intention et la réalisation, parfois, il y a des données que nous ne maîtrisons pas. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est la suite de l'affaire. La suite de l'affaire, pour moi, serait quoi, concrètement? C'est-à-dire, si on a compris que il faut ouvrir le dialogue, puisque le PM l'a annoncé. Oui, il l'a annoncé. Il n'est pas exclu qu'on parle de la forme de l'État, pas de la séparation du pays. Maintenant, s'il y a cette brèche que les pouvoirs publics veulent ouvrir pour qu'on discute de la forme de l'État, je pense que dans le même temps, pour permettre
à tout le monde de participer à ce dialogue. Il faut élargir ceux qui sont détenus dans les prisons de la République. Dans le cadre de cette affaire et bien d'autres, il faut décrisper le climat sociopolitique. Il faut libérer tous les prisonniers qu'on a dans prison politique, embrigadés dans le cadre de cette affaire. Et effectivement, que ceux qui tirent les ficelles du désordre dans le nord-ouest et le sud-ouest déposent les armes pour aller justement à l'appel au dialogue, comme le gouvernement semble prédisposé maintenant à écouter les Camerounais et à discuter avec les Camerounais. Parce que ceux qui sont dans le sud-est, je maintiens mon propos, c'est des Camerounais comme vous et moi, qui ont des problèmes et qui veulent s'exprimer, et qui se sont exprimés d'ailleurs. Ils veulent maintenant que le chef de l'État en personne se penche plus près de leurs préoccupations. Quand j'ai fini de le dire, je voudrais revenir un tout petit peu sur maintenant la thématique du jour en rapport avec le âge. Je maintiens que la démarche des organisations associatives musulmanes frise la mendicité. Du moment où le H 2019 a fait l'objet d'une publicité longtemps avant. On savait que c'est une affaire qui se prépare. On savait que le coût a changé. On savait qu'il y a des droits de visa qui ont augmenté. Le séjour là-bas a un coût, ainsi de suite. On le savait. Et donc, il ne faut pas donner l'impression d'avoir été surpris par l'augmentation de ce coût-là. Et maintenant, quand vous êtes limité, vous reportez tout simplement votre projet de voyage. Okay. Vous ne comptez pas sur une subvention qui dénature votre effort par rapport à votre croyance, par rapport à votre foi. Ok. Maître Teguem, le Premier ministre John Gouté, aujourd'hui à Bamenda, il a eu son prédécesseur, il a fait un tour également. Est-ce qu'on a comme l'impression que les lignes risquent de bouger après la visite du Premier ministre John Gouté? Serge Alain, comme disait un sage, il y a un certain optimisme qui se dégage. Comme disait un sage, les guerres se terminent toujours là où elles devraient commencer. Je vais dire une chose, je ne pense pas que ce soit de manière tardive que le gouvernement ait choisi la voie du dialogue. Il vous souvient, Serge Alain, qu'à l'orée de cette crise, les ministres en charge des questions d'éducation se sont rendus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il vous souvient que le ministre Famindongo, le ministre d'État Famindongo, l'ancien ministre de l'Éducation de base, le ministre de l'Enseignement secondaire à l'époque, Jean-Ernest Gallet, ils se sont rendus dans ces régions. Le Premier ministre Philemon Yan, accompagné d'une forte délégation, ils s'y sont rendus. Les problèmes corporatistes ont été résolus. Il vous souvient quand même, mais quand le Premier ministre y était rendu, il avait plutôt trouvé sur place, si vous vous rappelez, une rébellion, puisqu'il avait été pratiquement éjecté de Bamenda. Nous sommes contents de voir qu'aujourd'hui, le Premier ministre, l'actuel, s'y rend, et il est plutôt... Si voilà pourquoi je veux donc comprendre. On a comme l'impression qu'avec John Gouté, les lignes risquent véritablement de bouger. C'est le souhait que tout le monde nous avons. C'est-à-dire que ce que je veux indiquer, c'est que le dialogue. C'est ce que je veux. Je veux dire une chose. Quand on dit le ton condescendant, moi je pense que le gouvernement a toujours été. On sent beaucoup d'humilité. On a vu le Premier ministre John Gouté. Mais Yan Philemon, les jeunes enfants, Yan Philemon n'était pas un homme humble. Moi, je pense que Yan Philemon était un homme d'une grande humilité. On peut sortir les images, hein. Serge Alain, il vous souvient que Yan Philemon était un homme d'une grande humilité. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Yan Philemon n'a jamais été arrogant. Il y a la discipline du parti aussi qui s'exprime. Il a toujours été un homme d'une grande humilité. Le problème, c'est qu'il n'avait même pas... Vous avez vu les gens qui ont accueilli de John Gouté, là? Mais Serge Alain, il faut reconnaître une chose, c'est que beaucoup de choses se sont passées, y compris dans tous les camps. Okay. Mais de tous les temps, la solution a toujours été, pour le président de la République, le dialogue. Il a toujours dit que ce n'est pas par la guerre qu'on va régler les problèmes. Il a toujours dit, je les invite à déposer les armes. Il a mis en place la Commission nationale. Il a mis en place le CNDDR. Tout ça, ce sont des instances de dialogue. Okay. Maintenant, le Premier ministre est sur le terrain. Souhaitons qu'il
il a plus de chance que tous les autres. S'il aboutit à trouver une solution à cette grave crise qui menace notre pays, je serai le premier heureux. Et je pense que nous tous sur cette table, nous serons les plus heureux. Ok, vous continuez donc. La présidente de la commission des droits de l'homme qui était ici, elle aussi, elle sera heureuse de voir que les Camerounais, entre nous, avons réglé nos problèmes. Vous continuez, on a vu tout à l'heure le président du comité, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, pratiquement s'est trippé avec son vice-président, Mangé Kobila. Ça, ce sont des images. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Des images regrettables, Serge Alain. Je ne Comment comprendre pas. Le vice-président dit que vous parlez en votre nom et non de la commission. Ça veut dire quoi? C'est une image triste et regrettable. Oui. C'est des images qu'on ne devrait pas voir pour des gens qui sont appelés à collaborer. La collaboration suppose qu'avant de venir prononcer un discours, vous soyez entretenu avec vos principaux collaborateurs. Un président... Non, le président ne l'a pas fait? Mais ça se voit, je ne dis rien, je dis ce que tout le monde voit. C'est-à-dire qu'il y a un problème si quelqu'un est président. Parce que le dialogue dont on parle dans la crise anglophone, c'est de ce dialogue que l'on regrette, enfin, c'est seulement que le dialogue que l'on regrette dans la Commission nationale des droits de l'homme. Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui est président, et parce qu'il est président, il pense que son opinion doit l'emporter sur celle de tous les autres. Votre président n'est pas prépondérante? Non, mais même si elle est prépondérante, on discute d'abord avec ses collaborateurs avant de lire le discours. Voilà, ce n'est pas le cas. Pendant le discours, c'est pourquoi je dis, ce sont des images qui sont regrettables, oui, qui laissent à désirer et qui font croire que partout, il faut que le président de la République soit là. Nous sommes tous Camerounais. Lorsque le président de la République nous confie une mission, nous devons apprendre à travailler malgré nos différences pour aboutir toujours, quel que soit ce qu'il y a, à des solutions consensuelles. Voilà. Moi, je pense que le Cameroun, Kaïdjo a laissé au président Biya, c'est ce qu'il s'efforce jusqu'aujourd'hui à maintenir. Si il réussit jusqu'aujourd'hui à attraper, c'est parce qu'il faut maintenir, nonobstant nos différences, ce pays debout. La Commission nationale des droits de l'homme, ceux qui sont membres, ils devraient, avant de prononcer des discours, Monsieur le Président, s'entendre avec ses collaborateurs au point où on ne laisse pas de telles images transparaître aux yeux de l'opinion. Ça laisse à désirer. Et c'est pas ce qu'il faut souhaiter pour notre pays. On devait censurer? On ne censure pas les images. Alors, on ne devrait pas voir, c'est-à-dire qu'il devait préalablement s'entendre au point où, en faisant son discours, qu'il y ait un accord entre eux. C'est beau sur cette... le président a un discours, le vice-président qui conteste ce que le président dit. Il y a un problème sérieux. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie que nous cherchons. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut échouer. Le vice-président n'est pas d'accord avec le rapport que présente le président chez Moutabanda. Ce sont des hommes qui ont des âges différents. Et voient les choses de manière différente. Voilà, qui ont étudié de manière différente, qui ne sont pas forcément obligés de regarder vers la même direction. C'est tout à fait normal. Un président n'est pas un dieu où lorsqu'il parle, quelqu'un ne doit pas dire le contraire. C'est lui qui était assis, s'est exprimé. Le vice-président. Le vice-président s'est exprimé et le président en question a contesté. Comment ces personnes ou ces gens vont avancer à partir du moment où il n'y a pas d'incompréhension? C'est justement le même cas. Est-ce que ça doit se faire, comme dit Mantigem? Ça doit effectivement se faire. C'est presque la même situation que la crise anglophone. Vous savez, grâce à la crise anglophone, nous avons vu un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas normalement dans notre pays. N'eût n'a été la crise anglophone, vous n'aurez jamais su qu'à la Sonara, il y avait une école où c'était pratiquement des francophones qui prenaient part ou qu'on parlait juste le français. C'est grâce à cette crise-là. Alors, il faudrait effectivement que le vice-président attire l'attention du président sur un certain nombre de faits. Et je voudrais donc au Cameroun, pour une fois que nous acceptons être critiqués, mais que nous ne voyons donc pas. Nous avons souvent vu dans l'Assemblée, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays ailleurs où les gens ont échangé même des... Donc vous voyez le président Kavaye Yégué-Djibril en train de lire son discours et Ton Hilarion, le vice-président. Nous avons vu un certain honorable Wiba qui s'est fâché et il a allé dans Wiba, exemple. Oui. Il a vu un certain nombre de faits. Ce qui inquiète, c'est que c'est les membres. Le président dit une chose, le vice-président à côté, c'est tout à fait normal. En conférence de rédaction, monsieur Serge Alain Autou, vous vous opposez à un moment donné à celui... Oui, ça c'est la conférence de rédaction. On veut que les choses avancent. C'est pour une meilleure qualité du journal.
Mais là, c'est très compliqué. Oui, non, je voulais juste dire qu'en fait, ce que nous avons suivi là témoigne tout simplement des grandes divergences qui existent entre les deux personnalités supposées piloter la commission, c'est-à-dire Dr. Sur la vision l'approche des problèmes. Oui. Parce que vous vous souvenez, la Commission nationale des droits de l'homme a établi des rapports en matière de violation des libertés. Un rapport qui n'était pas du tout tendre vis-à-vis du régime. Le régime était épinglé pour avoir multiplié des cas d'atteinte, de violation des droits de l'homme. Ça, c'est connu. Tout comme la Commission s'est offusquée du silence des pouvoirs publics par rapport à la crise anglophone. Elle a même d'ailleurs suggéré au pouvoir public de provoquer une instance de dialogue inclusif. La Commission s'est prononcée sur la crise anglophone. Je crois donc savoir qu'à l'intérieur, comme il y a des classiques du RDPC du régime qui n'étaient pas favorables à cette prise de position, c'est pour ça que vous voyez ce spectacle. Donc maintenant, la Commission est divisée parce que les points de vue ne sont pas les mêmes, les postures ne sont pas les mêmes. Ok. Jonathan? Oui, ce qui s'est passé n'est pas du tout honorable. C'est la Commission qui, du point de vue national, a pignon en matière d'observation des droits de l'homme, du moins du point de vue de la vision du gouvernement. Et cette commission, au moins ce visage qu'elle aurait pu produire, c'est un visage d'unanimité au moment de la délivrance de son message. Et s'il y a ce clivage qui est visible entre la vision du président, qui en son nom propre décrit un ensemble de réalités, et le vice-président qui dit il faudrait plutôt lire le papier que nous avons convenu, ce moment-là, on voit que soit le président perçoit que le rapport n'est pas fidèle à la réalité. En ce moment, il y a donc un risque d'entacher ce rapport d'absence de non-crédibilité et de voir là-dessus simplement un document qui a été produit pour satisfaire l'opinion. Okay. Donc, cette divergence-là n'est pas bien pour la crédibilité du message qui a été délivré. Et Jonathan, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Vous dites en quelques secondes un mot sur Martin Belidinga Eboutou et la dernière sortie de Paul Biya sur son compte Facebook. Il dit, rappelez-vous que vous êtes tous les filles et les fils d'un même pays. On vient de perdre l'un des plus grands barons de notre grand régime, c'est-à-dire que celui qui pendant plusieurs années a été la petite image du président dans l'imaginaire populaire. On le voyait déjà comme l'homme qui faisait et défaisait les grands directeurs de la nation. Donc son départ, sur le plan diplomatique aussi, on nous a souvent répété qu'il était très respecté. Donc c'est aussi la perte d'un grand homme sur le plan diplomatique. Et sur la sortie maintenant, sur les sorties du président, je pense que c'est louable. Il devrait continuer. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre... Oui, il devrait continuer avec cette communication de proximité. Moi-même, quand j'ai lu quelques messages, c'était assez émouvant. Je pense que d'autres personnes de bonne foi, quand on le lit, ce qu'on souhaiterait, c'est de voir plus de sincérité dans la pratique. Ok, très assez beau, le départ de Belidinga Eboutou et la dernière sortie de Paul Biya. Alors, comprenez que la mort, c'est quelque chose qui doit toucher à tout le monde, que vous soyez petit, que vous soyez grand. Lorsqu'on a déjà atteint un certain âge, on n'a plus besoin d'attendre pour manger ou pour boire. On a déjà bu, on a mangé, et tout ce qui nous reste, c'est de faire la prière et attendre la mort. On ne peut que souhaiter bon voyage à notre patriarche et notre grand frère et papa qu'il avance et que nous allons le retrouver. Concernant l'étude du chef de l'État, je pense pour ma part, comme j'ai dit à l'entrée du jeu, vaut mieux être tard que jamais. Il a pris conscience, lui-même il comprend. Comme a dit le grand frère à côté, qu'il a trouvé un pays en paix. Et il comprend donc qu'il faut laisser ce pays-là en paix. Okay. Je voudrais seulement une fois de plus ajouter pour dire s'il y a encore des milliards, que le président, s'il y a encore des milliards dans le coffre, que le président de la République pense à la seule société qui existe dans le Nord-Ouest, qui est le UNVDA. C'est la société qui produit le riz comme le SEMRI. C'est la seule société d'État qui existe dans le Nord-Ouest. Et mes frères qui sont en brousse en ce moment sont en brousse parce qu'ils ont besoin de quoi travailler. Si ces gens avaient de quoi travailler, ils ne seront pas en brousse. Ils sont en brousse justement parce qu'ils n'ont rien à faire. Si vous faites les tours ici en ville, vous allez vous rendre compte qu'il y en a des anglophones
qui sont ici en train de vaquer à leurs préoccupations sans problème parce qu'ils sont occupés. Donc s'il y a encore des milliards que le président pense à injecter, ne serait-ce que dans cette entreprise publique qui existe en DOP, c'est dans le Ngoketunja, et ça va justement apporter beaucoup d'emplois et ça peut être l'une des solutions. Ok. Alain Djipo, Belinga Ebouto et le message du président. Bon, je voudrais inverser rapidement pour parler des tweets. Oui, d'abord. On dit que je suis un peu surpris de constater cette frénésie avec laquelle depuis le 22 avril. Popol, le président de la République, s'adresse en tweetant aux Camerounais en général. J'espère que c'est bien lui qui est à l'origine, n'est-ce pas, de cette affaire-là. Mais moi, j'ai quand même de sérieux... Qu'est-ce qui importe, le message ou bien celui qui est à l'origine? On peut également... vous savez que c'est des outils. Oui. Quelqu'un peut être derrière pour tweeter. Pas que ça vienne de la personne à qui on attribue les tweets. Okay. Donc, je voudrais dire que même Paul Biya a écrit un livre dont il n'a pas été véritablement l'auteur. Vous savez de quoi je veux parler. Donc, pour dire que moi, je reste quand même étonné de cette surabondance d'activités épistolaires de M. Biya. Sur autant qu'à un moment donné, on a le sentiment que le poids de l'âge fait qu'on a tendance à croire qu'il ne peut plus rien faire. Il est déjà presque... C'est un patriarche d'un âge vénérable. Alors... inapte probablement à gérer les affaires courantes de la République. Okay. D'où la délégation permanente de signature également. Rapidement, on arrive au terme, Matigam. Monsieur Feu Martin Belinga Ebouto, il fait notre honneur, il fait notre grandeur, il fait notre fierté, le temps s'en souviendra. Pour l'étude du président de la République, je dis ce sont les messages d'un grand rassembleur, un grand bâtisseur, un homme soucieux de l'avenir de son pays, un homme qui a hérité d'un pays en paix, qui a hérité d'un pays uni, qui a un pays intègre, un pays où les citoyens sont travailleurs, courageux. Et il est souhaitable qu'il continue à encourager ses citoyens, ses concitoyens, à maintenir le cap, à travailler pour que le pays reste fort, uni. Okay. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés donc au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h en rediffusion. Pour cette édition-ci, 23h GMT, il sera minuit à Pompomré. Nous sommes à Garoua.